Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler des Rothschild et d'Adolf Hitler, des nazis, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Cette filiation, est-ce qu'elle existe cette filiation? Est-ce qu'elle oserait ouvrir le livre de la filiation? Évidemment que non. Donc on le fera à sa place. Et pour cela, je reçois Patrick Pazin, éditeur que vous connaissez et que vous appréciez tous. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Sylvain Ferreira, Francis Lalanne, Laurent Ozon et tellement d'autres sont membres du club. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Alors, cher Patrick, ce livre jaune numéro 3, c'est une vraie bombe. Parce que là, cette affaire Rothschild, Adolf Hitler, là, c'est une bombe. Je pense que personne n'a décidé d'ouvrir le couvercle, mais toi, tu le fais. Ben, en tout cas, on ne le trouve pas sur Wikipédia, c'est sûr. Ça, c'est sûr, oui. Tu veux qu'on commence par ça? Ah bah oui, clairement. Parce que, en fait, l'Empire du mensonge existe depuis 2000 ans. Parce qu'en fait, le livre, je ne l'ai pas tout à fait terminé, je suis en train d'avancer dans la rédaction. Alors, quand on dit d'ailleurs l'Empire du mensonge, ça fait référence à Vladimir Poutine, qui parle de l'Occident depuis quelques années en disant que c'est l'Empire du mensonge. Alors moi, je l'avais commencé auparavant, et puis en fait, je ne mets pas l'Empire du mensonge dans le titre du livre, mais globalement, ça a commencé il y a 2000 ans, quoi. Enfin, Donc, quand je dis que ça a commencé à 2000 ans, notamment, alors effectivement, par rapport à ce que tu disais, nous apprenons à l'école que la donation de Constantin, donc Constantin, l'empereur romain, en 322 ou en 320, s'est converti, est devenu chrétien parce que grâce au pape Sylvestre Ier, il a été sauvé je ne sais même plus quelle maladie d'ailleurs. Et donc, en échange, il aurait offert quasiment la moitié de l'Italie, la domination du Vatican sur les églises d'Orient, la domination sur l'ensemble de l'Europe, enfin du monde chrétien en fait. Et il faut attendre 1440 pour qu'il y ait un humaniste, philosophe qui s'appelle Lorenzo Valla, italien, qui publie un livre dont le titre est sur la fausse donation de Constantin. Et en fait, il montre que les termes qui sont employés ne correspondent absolument pas au latin du IVe siècle. D'ailleurs, même, ces mots n'existaient pas à l'époque. Et il y a même des expressions, il fait un vrai travail de philologue, enfin d'étude de la langue. Il montre que c'est impossible. Je veux dire, c'est un faux grossier. Et d'ailleurs, il s'étonne même que personne ne l'ait souligné. Alors, ça n'a sans doute pas été fait au IVe siècle, mais en revanche, au moins au IXe siècle, le IXe, Xe siècle, parce qu'on voit cette donation de Constantin apparaître autour du XIe siècle, au début du XIe siècle. Et donc, quand il va annoncer ça, ça va être évidemment un choc, parce que ça veut dire que l'Église, le Vatican, valeur morale supérieure, en fait, fait défaut. Je veux dire qu'à partir de cette date-là, 1440. On comprend en Occident que l'histoire peut être falsifiée. Pas peut-être. Et falsifiée. Oui. Ah oui, il n'y a aucun doute. Parce que, d'ailleurs, ça va ça va accélérer la naissance du protestantisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autorité morale du pape, il n'y en a plus. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ils font un faux pour s'approprier, parce que par exemple, il y a la Saint-Pierre, les églises Saint-Pierre, il y a l'église du Latran, en fait, toutes les propriétés qui appartiennent encore au pape, c'est la donation de Constantin. Et donc, en fait, donc l'Église, supposée valeur, en tout cas en Occident, valeur morale suprême, qui se veut d'ailleurs au-dessus des rois, au-dessus des monarques, des empereurs, etc., etc. Quand ça l'arrange, elle fait défaut. Bon,
Très bien, bah, du coup on a compris. Mais on va bien sûr parler de Pasteur, parce qu'aussi Pasteur, il y a une falsification dessus. Pearl Harbor, Franklin Roosevelt, Dalai Lama. Darwin, on va en parler dans cette émission, Darwin, bien entendu. De tout évoquer. Mais là, j'ai eu ce choc avec Hitler et les Rothschild. Ah ben c'est un... Et puis en plus c'est documenté, enfin je veux dire, peut-être que... Alors le premier document, le Times peut-être ? Le Time, oui. Alors montrons le document du Times et tu vas le commenter. Donc d'ailleurs je l'ai... Voilà, alors qu'est-ce qu'il dit ce document du Time ? Donc en 1941, donc en fait c'est d'époque, Hitler est encore toujours au pouvoir. L'héritier allemand des usines Thyssen, donc pour rappeler à nos spectateurs qui l'auraient oublié, Thyssen c'est la sidérurgie, enfin c'est la sidérurgie allemande, donc c'est en fait il est richissime. Publie un livre qui en anglais c'est I Paid Hitler, donc c'est facile, j'ai payé Hitler. Et lors de cette interview, donc on voit dans le deuxième paragraphe, alors c'est en anglais mais on peut le voir, donc en fait, alors, pour reprendre l'histoire, elle est assez simple. La grand-mère paternelle d'Adolf Hitler accouche d'un enfant, à l'époque ça s'appelle illégitime, donc elle ne déclare pas de père. Et il se trouve, et encore une fois je résume, et c'est ce que dit d'ailleurs cette source, mais j'en ai trouvé plein d'autres, hein, qu'en fait, à l'époque, elle est employée par les Rothschild, à Vienne, donc elle travaille dans la famille Rothschild. Alors, c'est quand même une époque où trousser les servantes... ça se faisait souvent ? Ça se faisait. Et donc, au niveau la façon dont ça va se passer, en fait, c'est que quand Hitler prend le pouvoir, à la surprise générale, en 1933, parce qu'en fait, il n'a pas fait un score si élevé que ça, mais on découvre en fait que ce sont des banquiers qui vont faciliter, des banquiers allemands, notamment, on en reparlera parce que c'est un personnage essentiel, le docteur Schardt. En fait, ils vont organiser une rencontre pour qu'il accède au pouvoir. Et sauf que il a déjà expliqué qu'il fallait prendre l'Autriche. Enfin, il s'est déjà exprimé sur ce qu'il fallait faire. Et le chancelier autrichien de l'époque s'appelle Dollfuss, Engelbert Dollfuss. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va constituer à l'époque, on sait déjà qu'il y a c'est bizarre, enfin, je veux dire, qu'il y a un trou dans la généalogie donc le grand-père. Un peu comme le trou dans la généalogie de quelqu'un qui est à l'Élysée. Bon. Par exemple, je veux dire, l'histoire se répète. Et donc, le chancelier d'Autriche, je rappelle qu'effectivement, la famille est née en Autriche, donc il a accès, avec les services de renseignement, etc., à beaucoup d'informations, en fait, à toutes les informations qu'ils veulent. Et donc, on sait qu'il va constituer un dossier contre Hitler. Alors, comment il l'a découvert, ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il le savait déjà ou est-ce que il a demandé à ses services de renseignement de l'époque de mener une enquête pour savoir, finalement, qui était le père illégitime. Et ce que nous savons, c'est qu'il va il va constituer un dossier qui va faire transiter, qui va envoyer à Hitler via Mussolini, parce qu'à l'époque, Mussolini est un ami de l'Autriche. Et donc, en fait, c'est par ce canal-là que ça va remonter jusqu'à Hitler. Donc Hitler, en fait, il est en train de le faire chanter. D'accord. Et donc, donc je rappelle la prise de L'Anschluss en 1938. Voilà, c'est en 1938. Mais lui, il va être assassiné assez rapidement. C'est-à-dire qu'il va interdire en Autriche le parti nazi. Il va même en mettre certains en camp de concentration. Parce qu'il a... Alors, à l'époque, il prend des mesures vraiment très... qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, un peu dictatoriales. Voilà. Et en fait, il va être assassiné par des nazis. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une sorte de conseil des ministres. Il y a une dizaine de nazis qui entrent et qui tirent dans le tas.
Et donc, en plus, lui, il va avoir il va se vider de son sang pendant plusieurs heures. Les nazis le laissent se vider de son sang sur un canapé, sauf qu'il ne récupère pas le dossier. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est Hitler qui a donné l'ordre de le liquider, ou est-ce qu'au contraire, c'est une initiative donc, de le liquider parce qu'il détient ce dossier, ou est-ce que parce que, en fait, ce sont des nazis de leur propre initiative. De toute façon, ils savaient que l'assassinat de Dollfuss, qui était anti-nazi, serait forcément une bonne chose pour l'Allemagne. Et donc, ils l'assassinent en 1934. Et alors, à ce moment-là, le dossier, on ne sait pas où il est. Mais il y a un livre qui sort également à cette période, en 1941, qui s'appelle Inside the Gestapo. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit, ce livre? Et donc, il explique, il y a toute une partie sur la traque de ce document. C'est-à-dire que, en assassinant Dollfuss, donc le chancelier autrichien, les nazis ne récupèrent pas le dossier. Le successeur non plus. Et puis, en fait, il va arriver un chancelier qui s'appelle Schnussig, qui, manifestement, lui, il l'a, et en plus, il l'a chez lui. Parce que c'est très étonnant, son appartement, la maison où il habite, il y a toujours soit sa femme, soit lui, c'est jamais vide. Et il a un coffre-fort. Et donc, il y a toute une histoire qui est racontée d'ailleurs, Inside de Gestapo, comment ils vont faire pour récupérer le dossier. Et donc, en fait, ils n'arrivent pas. Donc, ce sont des membres de la Gestapo qui essayent par différentes techniques de l'éloigner de chez lui, mais il y a toujours madame. Puis alors, quand quelqu'un entre, manifestement, ils ont un secret à protéger à l'intérieur de chez eux. Et puis alors, la Providence va s'en mêler. Madame décède dans un accident de voiture. Et alors, je dis la Providence parce qu'effectivement, on ne sait pas si c'est un accident programmé ou si ça a été malheureusement un incident comme ils s'en produit tant. Et à ce moment-là, ils vont lui mettre, alors petit à petit, ils vont lui mettre parce que ce qu'ils avaient commencé, et tous les hommes de pouvoir savent comment ça fonctionne, lui mettre une comtesse très charmante. Et puis, donc, quand son épouse, mais lui, c'est hors de question qu'il fasse quoi que ce soit, sauf que quand son épouse meurt, alors évidemment, il y a le temps du deuil, hein, bien sûr, mais finalement, il y a une relation qui se noue. Avec la comtesse. Oui, et il est question de leur mariage. Et c'est le 12 février 1938, il est convoqué à Berchtesgaden, donc Hitler le convoque, littéralement. Et à ce moment-là, les services la Gestapo, va pouvoir récupérer le document. Et donc Inside de Gestapo explique comment ça s'est passé. C'est donc pendant qu'il était à Berchtesgaden, donc chez Hitler, ils ont pu récupérer le document avec la complicité de sa future épouse. Et dans ce document, il y a écrit le nom supposé du grand-père. Qu'est-ce qu'il y a écrit exactement? Alors, on ne le sait pas, puisque en fait, celui qui le récupère en fera une copie, parce que et on sait que ce sont les services de renseignement anglais qui ont le document original. Donc, il n'a pas été détruit, ce document, du coup. Non, il n'a pas été détruit. Il est parti chez les Anglais. D'accord. Donc, est-ce qu'il a été détruit est-ce que l'original a été détruit? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une copie qui est envoyée au service de renseignement anglais. Et c'est d'ailleurs ce qui va servir de garantie à celui qui l'a découvert. Parce que c'est logique. Tu trouves un document comme celui-là, tu lis ce qui est marqué. Donc, là, ce n'est pas des supputations. Hein. Manifestement, par rapport aux différents témoignages, et notamment de Inside de Gestapo, ou même du docteur Thyssen, de Fritz Thyssen, ce ne sont pas des supputations. Fritz Thyssen, dans Time, il dit quoi exactement? Il dit qu'en fait, lui, il n'a pas vu ce document, mais ce sont des... tu vois, donc ce sont en fait des services de renseignement qui lui ont confirmé que le document existe. Oui, que le document existe et que
là où je suis, c'est là, tu vois, alors, les mains du service britannique. voilà. Et donc, en fait... Et c'est entre les mains voilà, du service britannique. Oui, oui, voilà, lui, il le confirme. Alors, en plus, il faut savoir que cet homme était très proche des nazis parce que c'est l'un des principaux financeurs. D'ailleurs, il sera... À un moment, il va s'enfuir parce qu'il y a manifestement une divergence de point de vue. Il sera remis... de toute façon, déjà en faisant une interview comme celle-ci à Time en 1941... En pleine guerre. Hein. Oui. Alors que 41, c'était au moment où les Allemands gagnaient. Oui, c'est ça. C'est étonnant. Et donc, il va être arrêté par le régime de Vichy et remis aux Allemands. Donc, il fera un peu de camp de concentration. Mais il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. C'est quand même surprenant, là aussi. Disons que, justement, tu as parlé dans l'introduction des liens de la finance anglo-saxonne avec l'Allemagne. De toute façon, sans Wall Street, il n'y a pas de nazisme. Enfin, il n'y a pas de Seconde Guerre mondiale. Hein.